Tout d'abord, merci à Lucia Pantina et à la bibliothèque de l'Université Sorbonne Nouvelle de nous avoir accueillis dans le cadre de cette manifestation Une heure, un auteur. Là, c'est trois pour le prix d'un. Donc l'université y gagne et je pense vous aussi. Donc après avoir remercié mon université, je tiens à vous remercier vous-même d'avoir pris le temps, après une longue journée, de rester à l'université pour écouter une heure de plus cet entretien, cette conversation un peu à bâton rompu sur cette auteure qui s'appelle Elena Janecek. Comme le disait Lucia Pantina, c'est une écrivaine d'origine polonaise, juive de par ses parents, arrivée en Italie en 1983. Elle s'est installée après une longue expérience, disons, de pratique de l'Italie, parce qu'elle venait très souvent, déjà toute petite, en vacances, amenée par ses parents. Et donc, ce pays autre par rapport à la Pologne et à l'Allemagne, où elle est née en 1964, elle a choisi l'Italie comme pays d'adoption, pays d'élection. Et dans les années 90, elle a entamé sa carrière universitaire, carrière d'écriture narrative, qu'il a vraiment imposée dans le panorama littéraire italien. C'est vraiment, comme disait Lucia Pantina, l'une des voies les plus grandes, je dirais, de l'écriture narrative actuelle. Pourquoi j'ai tout d'abord impliqué dans la rédaction de cet ouvrage mes deux doctorantes, mais qui sont doctorantes en plus de leur activité professionnelle, qui voit en elles une agrégée d'italien dans le secondaire, donc Katie Zanforlini, qui, entre autres, ça c'est pour nous, elle va soutenir sa thèse de doctorat sur Roberto Saviano lundi prochain, à 14h, à la Maison de la Recherche. Et Adelia Lucatini, qui est une brillante et internationalement connue psychiatre et psychanalyste qui opère à Rome, que j'ai connue dans le cadre de ces recherches que je mène déjà depuis 2016 sur les écritures littéraires des grands traumatismes historiques du XXe siècle. Donc on a croisé nos chemins et elle a été d'un apport fondamental pour la connaissance, disons, tout ce qui est le cadre de l'approche psychanalytique des écritures. Donc c'est mon bras droit de ce point de vue-là, et en même temps de sa psychanalyse, de son domaine médical, je l'ai entraînée vers les études littéraires, et elle se reconvertit et elle prend tout le plaisir qu'il faut dans cette nouvelle exploration des écritures qu'elle aborde donc selon la focale psychanalytique. Pourquoi c'est ce livre qui n'est pas du tout dans l'esprit narratif? C'est un ouvrage universitaire, critique, théorique, sur une écrivaine qui mérite largement une étude monographique comme ça a voulu l'être le volume que je vous présente. J'y suis arrivée naturellement parce que je lis beaucoup de la narrative actuelle et parce que elle est un peu le chaînon qui m'a permis de combler ou plutôt de poursuivre l'étude de ces écritures du XXe siècle qui, après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, avec tout ce qui va avec, comme traumatisme lié au bombardement, à la guerre civile, à la déportation et à l'extermination d'un certain nombre de millions d'individus européens lors de la Deuxième Guerre mondiale, je me suis inévitablement posé la question de qu'est-ce que devenaient les générations successives, les descendants des survivants. Et comme il y a une tendance en Italie, mais que je retrouve aussi en France, en Espagne, dans les pays d'Amérique latine, ça va pour le micro? C'est trop près? D'accord? C'est une tendance que je trouve dans toute l'Europe qui voit disparaître petit à petit les survivants et donc les témoins eux-mêmes, et dont les traumatismes liés à cette expérience terrible des camps d'extermination se répercutent inévitablement sur les générations d'après. Après donc m'être occupé et avoir occupé un certain nombre de collègues sur le plan international autour de ces questions d'écriture, de l'expérience directe
par les soldats de la Première Guerre mondiale devenus écrivains, par les soldats ou civils devenus écrivains et écrivains à la suite de l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale. Je me suis posé la question en lisant naturellement comment cette expérience des survivants parents pouvait passer, même en l'absence de transmission directe, sur les générations d'après. Et le cas d'Elena Janecek est quand même assez emblématique, dans la mesure où sa mère, qui a été survivante d'Auschwitz, son père n'a pas connu, heureusement pour lui, cette expérience-là, cette mère est restée au stade de survivante, mais elle n'a pas dépassé ce stade pour devenir à son tour témoin, un peu comme Primo Levi et tant d'autres ont fait ce passage, disons, parce que être survivant, sans doute on fixe la personne encore à son statut de victime, alors que devenir, et ce n'est pas, un devenir automatique, mais passer au statut de témoin implique une conscience, une distance, une volonté de communication et donc de transmission d'un savoir incarné par l'expérience elle-même et donc de valeurs éthiques à transmettre. La maman de Elena Janecek n'a pas fait ce saut de qualité, elle n'a jamais parlé de son expérience à sa fille, et l'œuvre de Elena Janecek porte cette volonté par l'écriture de savoir comment cette expérience qui n'est pas la sienne est passée de sa mère à elle-même. Et de quelle manière se traduit ce passage inconscient, naturellement, étant donné qu'il a été muet, comment elle l'a incorporé dans son propre corps, dans la gestion de son corps, dans sa propre identité. Et c'est tout ce questionnement-là qui est le centre de son œuvre. Je vais donner naturellement la parole à mes deux collègues parce qu'on a structuré le volume comme une sorte de monographie à 3 voix, mais c'est un volume monographique sur cet auteur et je dirais que c'est la seule monographie sur Elena Janecek. Il y a déjà eu pas mal d'articles, d'études, disons séparées, mais jamais une vue d'ensemble réunie dans un seul volume. Ce qui fait que Ketty Zamforlin a abordé un aspect dont elle va parler tout à l'heure. Moi, j'ai abordé un autre aspect et surtout, je me suis focalisée sur 2 ouvrages qui pour moi restent fondamentaux. Tout premier, c'est Lezioni di Tenebra, publié, donc de Ténèbres, publié en 97, et qui est un ouvrage, disons, hybride, comme on aime dire maintenant pour les écritures du XXIe siècle, parce que c'est entre fictionnalisation d'une autobiographie et en même temps une autofiction et en même temps un journal, en même temps un dialogue avec sa mère, il y a un peu de tout, ce qui fait qu'il est inclassable. Après, elle fait un saut de qualité, ou un saut, disons, d'écriture, parce qu'en 2010, elle publie un véritable roman qui s'appelle Les rondini di Monte Cassino, les hirondelles de Monte Cassino, où elle fait un saut de qualité parce qu'elle dépasse le stade du rapport, de la compréhension du rapport entre elle et sa mère, et dans le deuxième roman, elle aborde la question historique via l'axe de la bataille de Monte Cassino pour parler de la communauté hébraïque européenne, la déportation des juifs polonais dans les goulags soviétiques, la création de l'armée du général Vladislav Anders et la participation de cette armée à la bataille de Monte Cassino. Et elle met en scène une sorte d'odyssée énorme qui nous fait revivre ces déportations, ces mouvements de population immenses au travers de l'Europe pour après revenir à celle qu'elle définit un imbuto, un entonnoir, qu'est la bataille de Monte Cassino, d'où elle dit nous venons tous. Parce que si les Allemands avaient gagné cette bataille, eh ben, ça aurait été peut-être la victoire du nazisme en Europe. Adelia Lucattini, elle va au-delà, chronologiquement parlant, de ce cadre-là, parce qu'elle s'occupe des 2 derniers textes, et en particulier celui qui a reçu le Premio Strega. Et donc, dans cette organisation du volume, nous avons voulu essayer ce pari d'écrire à chacune son morceau, et en même temps, avec naturellement une structure qui se veut cohérente, qui se veut tissée,
nous donnons une lecture globale de cette autrice. Alors peut-être je passe la parole à Ketty, comme ça on revient au début. Voilà. Je vous remercie déjà d'être là pour nous écouter et je remercie tout particulièrement donc la bibliothèque de Paris 3 d'organiser ces moments très précieux pour présenter à la fois des travaux de recherche mais aussi des auteurs donc finalement qui méritent absolument d'être connus davantage. Je remercie aussi donc Maria Pia De Paulis de nous avoir entraînés dans ce projet. Comme on le dit, en temps de pandémie, en tant qu'à faire, au moins écrivant quelque chose pour valoriser cette écrivaine qui absolument le mérite. Et donc je remercie mes deux coéquipières dans cette petite aventure, quand même. Et quand même. Et en fait, effectivement, personnellement, je me suis plus occupée, occupée que de la partie concernant Elena Janecek par rapport à son écriture sur le temps présent. Alors, par rapport à ce que Maria Pia vient de dire, ça peut paraître assez étonnant. Bon, Elena Janecek a reçu un premio Strega pour Pio Laica, donc la ragazza con la laica, que peut-être la plupart maintenant connaît, sur Guerre d'Atar, Adèle en parlera, vivant à Paris au moment de la guerre en Espagne. Elle a dû quitter effectivement l'Allemagne parce qu'elle est allemande d'origine juive. J'expliquerai brièvement pour ceux qui vraiment ne connaîtraient pas encore cet ouvrage. Mais bon, bref, donc encore, on revient en fait même à avant la Seconde Guerre mondiale, tel que Maria Pia vient de l'expliquer. Dans Lezioni di Tenebra, Leçons de ténèbres, elle aborde plutôt la Shoah, même si c'est par un voyage avec sa mère à Auschwitz en 95. Et dans les hirondelles de Monte Cassino, elle aborde cette fameuse bataille sur la ligne Gustav. Donc en fait, on pourrait penser que Elena Janecek c'est cantonné au passé, et puis particulièrement à la Seconde Guerre mondiale et à la Shoah. Et en fait, pas du tout. Et ayant travaillé, justement entraîné, toujours par Maria Pia De Paulis, et je la remercie vraiment, me questionner sur comment le traumatisme est exprimé au XXe siècle par les auteurs contemporains. Et donc j'avais bien effectivement perçu cette manière tout à fait particulière d'Elena Janecek de l'aborder. Et à partir de là, j'étais restée assez interloquée par le fait qu'il y avait toujours dans ces grands ouvrages une incursion dans le présent, dans le temps présent. L'époque contemporaine que nous et vous et moi, nous vivons. Et à partir de là, je me suis dit, je vais creuser effectivement cet aspect. D'autant plus que Elena Janecek, je ne pense que c'est un mystère pour personne, a suivi de très près le travail d'édition de Gomorra, le premier ouvrage de Roberto Saviano. Un ouvrage qui est devenu aujourd'hui même un méga-seller, très connu, dont on fait pratiquement le champion de la non-fiction. Et donc j'étais vraiment très curieuse d'étudier un peu plus en détail les apports d'Elena Janecek et aussi sa façon de se rapporter à l'écriture de Saviano. Je me disais, mais au départ même, quel rapport? Et cela, comme intéressant à ces deux auteurs, je découvre en fait tout un monde qui m'avait un peu échappé, parce qu'en réalité, c'est déroulé sous mes yeux quasiment. C'est-à-dire que en 97, Elena Janecek publie Les Sons des Ténèbres, donc son premier ouvrage qui lui vaut quand même déjà d'être remarqué par la critique et des prix littéraires. Mais ensuite, c'est le silence. Elle commence à republier dans un blog qui depuis est devenu très célèbre, qui est Nazione Indiana, qui a été créé en 2003. Elle a fait partie des fondateurs de ce blog, de ces intellectuels et de ces écrivains qui, à ce moment-là, s'interrogeaient à la fois sur le problème de l'attaque aux tours jumelles à New York, cet événement bouleversant de 2001, mais aussi sur un contexte italien particulier. C'était l'époque où déjà Berlusconi était au pouvoir, le conflit d'intérêts, bien entendu le milieu culturel s'interrogeait vraiment sur ce qu'il pouvait encore faire vis-à-vis d'une situation historique assez particulière. Et d'ailleurs, justement, donc il y a un groupe d'écrivains
qui prend la décision d'organiser un colloque, Scrivere sul fronte occidentale, auquel Elena Janecek répond présent. Le colloque est organisé à l'initiative de Antonio Moresco et Dario Voltolini, mais aussi de Carla Benedetti. Donc, ils organisent ce colloque auquel plusieurs intellectuels et écrivains répondent présents et ils décident à la suite de ce colloque, parce qu'ils s'aperçoivent en fait qu'ils ont besoin d'un outil d'expression et à la fois de réaffirmer leur position d'auteur au sein de la société, de fonder ce blog, donc Nazione Indiana. Elena Janecek, par là, commence à publier de nombreux billets, enfin, il faudrait les appeler comme ça, mais en fait, ce sont des véritables articles, et des récits. En plus de ça, il commence à collaborer pour la revue, celle-là historiquement connue en Italie, Nuovi Argomenti, fondée par Moravia Carocci, donc c'est une revue historique. Et il commence donc à écrire toute une série de récits avant même de publier son deuxième opus, Les Rondini di Monte Cassino. Par là, Elena Janecek, en fait, tous ces récits, ces articles, que par la suite elle aura l'occasion également de publier dans des titres de presse plus, disons, avec une diffusion plus large en Italie. Je pense à l'Unità, il Riformista, et aussi il Manifesto, mais également la Repubblica. Par là, il prend position dans le présent. En fait, si elle ne se fait pas vraiment témoin du passé, je dirais, elle est témoin du présent, elle porte sa voix sur ce qui se passe autour d'elle, et ce qui était très intéressant, peut-être on va plus approfondir peut-être après, je laisserai plutôt la parole à Delia. Donc là, pour revenir à mon objectif principal, c'était justement de mettre en avant cet intérêt pour le présent et d'analyser comment cela se réalise à travers ces articles, justement, mais également cette galaxie de récits, vraiment, elle en a écrit beaucoup, qui d'ailleurs ont pour la plupart contribué à des anthologies thématiques là, sur des aspects de la société italienne, et de l'interroger justement dans le prisme de quelle est la posture de l'intellectuel donc du XXIe siècle en Italie, et quelle est la posture plus particulièrement d'Elena Janecek à ce propos. Donc voilà, donc ça a été finalement mon but, et c'est ma modeste contribution donc à ce qui visait déjà donner au moins une lecture à 360 degrés de cette écrivaine qui, par sa à la fois son écriture, ses centres d'intérêt, ne se cantonne pas qu'à une lecture du passé pour le passé. Alors, donc, ensuite je passe la parole à Adelia. Innanzitutto mi scuso, io parlerò in italiano. Il mio francese credo che non lo consenta. Va bene. Katie si offre volontaria per tradurre? No, si offre volontaria. Mi tengo pronta, ma vediamo. Mi scuso Funziona. per il mio pessimo francese che non mi consente attualmente di parlarlo insomma in modo accettabile almeno per me. Ringrazio Maria Pia De Paulis per avermi coinvolto in questa avventura molto interessante. Devo dire che ha preso questo lungo periodo, diciamo, del lockdown, del Covid, e è stato per me assolutamente un onore poter partecipare con un piccolo contributo ad impronta psicoanalitica, lavorando con Maria Pia, che attualmente è una delle massime esperte di psicoanalisi applicata alla letteratura. E quello dico da psicoanalista, per cui con una sensibilità, una capacità, insomma, voi tutti saprete, insomma, che è una delle massime esperte di trauma studies
applicate insomma, alla letteratura contemporanea, quindi il mio contributo è stato soprattutto orientato da lei in modo da uscire dalla scientificità psicoanalitica della clinica e avventurarmi diciamo, nella psicoanalyse del testo letterario. Je fais un résumé parce que je n'ai même pas là de quoi prendre des notes, donc très brièvement, et après le message effectivement de remerciement à l'égard de Maria Pia De Paulis. En fait, l'intérêt, Adèlia a été entraînée dans ce travail à la fois parce que par sa formation de psychanalyste, mais également parce que justement elle a trouvé en Maria Pia De Paulis une experte en trauma studies, donc dans les études sur le traumatisme sur le terrain italien. Et que donc cela lui a permis de trouver une sorte de terrain d'entente, et donc ce que Adèlia a cherché de faire, c'était de son côté en revanche de sortir des études plus psychanalyste à proprement parler, donc de ce domaine restreint, pour elle aborder en revanche des textes littéraires selon justement le prisme des méthodologies de la critique littéraire. In questo saggio Maria Pia mi ha invitato a parlare di Cibo e la ragazza con la laica. Cibo è un romanzo molto interessante perché apparentemente si occupa del cibo, una carrellata di cibi, pietanze e descrizioni che in realtà sono una grandissima metafora che ci porta attraverso il mondo familiare di Elena Janáček et en particolare la figura del padre. Parce que je pense que là, tu vas élargir sur la figure du père. Donc en fait, c'est par rapport. Donc Adèlia a travaillé sur la ragazza con la laica en particulier, et Cibo d'abord. Cibo n'a pas été traduit en français, donc je ne pourrais pas vous traduire le titre, enfin, sauf le traduire bêtement par nourriture, mais je sais que Elena Janáček avait refusé lorsqu'il était question de le traduire ce titre très plat en fait finalement, parce que comme Adèlia venait, donc pardon pour cette parenthèse qui est la mienne, mais parce que justement Adèlia, comme elle vient de le dire, oui, c'est vrai qu'il est beaucoup question de nourriture dans ce texte, mais en réalité c'est une très grande métaphore, une sorte de métaphore filée, pour en réalité amener des sujets de l'inconscient et reliés à la vie familiale, plus particulièrement la figure du père. Donc. Vorrei soffermarmi solo su alcuni punti che mi hanno colpito particolarmente, che si riferiscono proprio a quello di cui parlava anche Maria Pia De Paulis, cioè come si trasmette la memoria transgenerazionale. E la Janáček sembra trovare questa chiave attraverso l'utilizzo specifico di alcune pietanze. Ci sono dei passaggi bellissimi, tra cui quello dell'aglio. Donc en fait, l'idée était celle de étudier comment il y a une transmission transmission entre générations, donc une transmission transgénérationnelle. Et il est intéressant de voir justement que pour Elena Janáček, cette transmission a lieu également par la nourriture, une série de plats. Plus particulièrement, par exemple, par l'ail, cette présence. Ed è bellissimo. Cioè, ne parla in più capitoli, no? Ma non funziona? Così? Pardon, sì. Perché mi soffermo su questo per spiegare l'aspetto metaforico. La madre di Elena Janáček è stata ad Auschwitz, ma si è salvata per vicende diciamo particolari. Il padre invece non è stato ad Auschwitz perché, non avendo un accento yiddish, a un certo punto ha cambiato cognome, ha assunto questo cognome Janáček, che non è quello della famiglia, e parlando perfettamente il polacco ha aderito anche insomma, all'esercito polacco, e quindi poi ha fatto un percorso completamente diverso rispetto alla madre.
Donc en fait, il faut quand même souligner que la mère d'Elena Janecek est une rescapée d'Auschwitz dans des conditions assez particulières. Est-ce que j'ajoute lequel très rapidement? En fait, elle a pu s'enfuir du camp d'Auschwitz, mais en devant abandonner par conséquent sa mère et ses frères. Donc, et cet abandon, bien entendu, l'a traumatisée. Et il est question de cet abandon dans Lezioni di Tenebra. C'est un abandon traumatisant qu'elle n'évoque pas donc justement avec sa fille jusqu'à leur voyage sur ce lieu de mémoire désormais qu'est le camp d'Auschwitz. Et en revanche, le père de Elena Janecek, il n'a pas effectivement, il n'est pas entré dans les camps. Il est entré ensuite dans l'armée, mais polonaise, mais il a été reformé en fait. Je vais voir la bonne, parce qu'en fait le père souffrait de problèmes cardiaques, mais donc le père n'a pas vraiment vécu en première ligne, ni effectivement, si je peux dire, enfin la Shoah, ni la lutte de l'armée polonaise. Il a réussi à se cacher, il a réussi à s'échapper de cette manière, à passer le moment terrible de la guerre. Il a appris un nom de famille qui n'était pas le sien, effectivement à ce moment-là, mais qui lui a été quand même attribué au moment où il a obtenu la nationalité allemande. En fait, pour les juifs rescapés de Pologne, il fallait bien que des pays puissent les accueillir. L'Allemagne en avait accueilli certains. La famille Janecek visait plutôt les États-Unis. Ils n'ont pas pu partir pour les États-Unis. Ils ont dû rester en Allemagne. Mais effectivement, le père, donc du coup, il conserve cette fausse identité sous laquelle il s'était caché. Donc le nom également de l'écrivaine n'est pas le véritable nom de la famille, enfin d'origine en fait de la famille. E quindi il problema che si poneva è come si trasmettono gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. In cibo lei affronta come si trasmettono gli aspetti positivi soprattutto, e c'è questa bellissima descrizione del fatto che segretamente con il padre la mattina faceva colazione con l'aglio. Questa è una tipica abitudine ebraica degli ebrei polacchi, che in questo modo venivano anche identificati per essere poi deportati, perché i polacchi mangiavano la cipolla, mentre soltanto gli ebrei che venivano da altre migrazioni avevano come loro patrimonio la possibilità di mangiare l'aglio. Quindi la madre ne aveva fatto assoluto divieto, con l'idea che era una cosa molto brutta andare a scuola la mattina con questo odore d'aglio, mentre in realtà nella madre c'era una paura, un terrore di essere ancora una volta identificabile e identificata come ebrea, cosa che il padre non aveva. Donc en fait, l'ail est un trait distinctif des Juifs puisque les Polonais utilisaient plus l'oignon. En fait, c'était le fait d'utiliser de l'ail signifiait aussi, par conséquent, appartenir à une certaine culture, donc notamment celle juive. La mère, ayant intégré qu'il fallait absolument effacer tout signe d'appartenance à la communauté juive, en avait banni la consommation à la maison, en quelque sorte, tandis que le père d'Elena Janecek continuait de l'utiliser. Donc c'était effectivement, voilà, il y a une distinction dans l'usage de l'ail qui relève du fait qu'on s'aperçoit que c'est un signe distinctif culturel. E è particolarmente importante perché attraverso una gestualità quotidiana molto, molto precisa, molto laica, ma al tempo stesso religiosa, la Janecek scrive nel suo romanzo che in questo modo le è arrivato il patrimonio ebraico in una famiglia apparentemente laica. Et en fait, il y a quand même donc l'usage de l'ail dénote une appartenance religieuse, alors que la famille de Elena Janecek c'est toujours distincte par une approche laïque et par une conduite laïque finalement.
justement pour se conformer, enfin pour éviter justement d'exhiber leur appartenance à la communauté juive. L'altra domanda che si pone Elena Janáček in tutti i suoi romanzi è come ci si salva. Donc en fait, la question que Elena Janáček se pose à travers tous ces romans, c'est comment est-ce qu'on se sauve? Il mio punto di vista, che è molto piccolo, ho esaminato l'aspetto multilinguistico, la poliglossia della Janáček, che è una scelta familiare, perché i familiari di fatto si salvano perché sono in grado di parlare il tedesco, il francese, il polacco, e quindi i genitori vogliono per lei che parli perfettamente molte lingue, e lei crescerà bilingue, tedesca e italiana, e studierà l'inglese, il francese, lei dice che capisce l'Yiddish, capisce il polacco, perché questa è anche una chiave che trasversalmente ai romanzi si ritrova ed ha dei significati molto profondi. Vi invito a leggerli perché effettivamente ogni volta che appare una lingua che la Janáček parla è una lingua che si riferisce non solo ad un'appartenenza personale, ma ad una specificità che permette di salvarsi ai protagonisti dei romanzi. Donc en fait, ce qui semble répondre à cette question, comment est-ce qu'on se sauve, l'une des clés semble être la polyglossie. Un aspect qui revient dans tous les ouvrages d'Elena Janáček, donc cette importance de maîtriser plusieurs langues étrangères, de les maîtriser, et elle-même, enfin l'auteur elle-même d'ailleurs, en maîtrise plusieurs. Et cette polyglossie va bien au-delà de la simple connaissance des langues. C'est une véritable clé de lecture déjà pour les ouvrages d'Elena Janáček. Et ce n'est pas juste une interrogation sur le multiculturalisme, si je peux, enfin, donc l'appartenance à plusieurs cultures, mais vraiment la réponse à cette question, comment peut-on se sauver? Poi per dire quanto, diciamo, questo aspetto del dottorato abbia permeato la mia personalità, io come analista continuo a farmi delle domande, ma questa questione dell'aglio in realtà mi è apparsa molto chiara una volta che ero in vacanza in Sardegna. Donc apparemment, vu par la perspective du doctorat en littérature italienne et par sa perspective de psychanalyste, la question de l'ail s'est particulièrement posée au moment où Adèle était en vacances en Sardaigne. Scena quotidiana, andiamo dal macellaio e noi non amiamo l'aglio, io non in particolare, e quindi metto a discutere con un giovane e gli dico: ma guardi, noi lo vorremmo con meno aglio, così, e lui mi dice: ma guardi, io amo questo aglio perché poi quando esco fuori mi torna su quel saporino che mi fa sentire proprio bene. Donc en fait, elle était en train de faire ses courses, elle va chez le boucher et là, elle spécifie qu'elle dans sa famille, ils n'aiment pas du tout l'ail, ils n'aiment pas du tout que ça sente l'ail. Et en revanche, en faisant la queue, il y avait un jeune homme qui lui dit non, moi j'adore en revanche l'ail. Je l'adore parce que après l'avoir mangé justement, cette petite saveur me revient. Je traduis. Donc pendant toute la journée, voilà, je sens revenir cette petite saveur. E lì ho capito che cosa intendeva Elena Janáček, ovvero anche un cibo a me per esempio molto ostico come può essere l'aglio, per qualcuno può essere qualcosa che ha a che fare con i legami primari proprio, con gli affetti profondi, con un'appartenenza affettiva non solo culturale ma che la veicola, e che attraverso questa sensorialità, che per me è totalmente estranea, ma per Proust erano le Madeleine per esempio, c'è un richiamo costante agli oggetti d'amore, cioè alle persone che si amano. E questa poteva essere, diciamo, per me una chiave di lettura per riuscire a capire, diciamo, che cosa nei suoi romanzi e come nei suoi romanzi la Janáček, attraverso i personaggi e la descrizione, questo per parlare di cibo in particolare, mentre il multilinguismo è più evidente nella ragazza con la laica, insomma,
questi aspetti sensoriali sono sempre descritti in dettaglio, in ogni romanzo li possiamo ritrovare, perché hanno a che fare proprio con una appartenenza e una conoscenza che chiameremo implicita, no? Della realtà. Donc en fait, c'est là, à partir de la remarque du jeune homme, que Adalia a pensé bien pensé que en fait finalement c'était là la clé d'interprétation utilisée pour pour ce qu'Elena Janáček dit. Donc en fait, l'ail, c'est vraiment l'expression d'une affectivité, de l'affection et d'une appartenance, des liens familiaux. Et donc c'est cette appartenance qu'elle veut exprimer par l'essence, par l'évocation des sens, donc l'odeur de l'ail. Donc elle donne un côté sensoriel finalement à cette idée d'appartenance affective à un milieu. Et donc l'ail et la polyglossie participent en même temps de l'expression de cette appartenance. La nourriture de manière générale, à vrai dire, donc dans Cibo, et la polyglossie plus particulièrement dans La ragazza con la laica, donc dans La fille au laica, puisque ce sont vraiment deux thèmes qui reviennent et deux stylèmes littéraires, mais qui renvoient à une connaissance implicite, selon le langage effectivement psychanalytique, donc à une connaissance implicite là, le cas échéant, je suppose ogni personaggio in Cibo è collegato ad un cibo. Donc, par exemple, dans Cibo, chaque personnage est lié à une nourriture en particulier. Per quanto riguarda La ragazza con la laica, l'ho trovato molto affascinante perché in questo romanzo il personaggio principale, Gerda Taro, poco conosciuta perché è stato più conosciuto Capa, il suo compagno, anche perché lui ha fatto parecchio per nascondere, diciamo, la storia della sua compagna. Non parla mai direttamente, ma appare attraverso i racconti delle persone, di 4 personaggi che o l'hanno amata o sono stati rifiutati da lei, ma comunque che hanno avuto un legame molto intenso con Gerda Taro. Ed è particolarmente, diciamo, interessante la lettura di questo romanzo, perché ad ogni personaggio e ad ogni epoca è legato un aspetto linguistico. Donc en fait, dans La fille au laica, la protagoniste absolue est Gerda Taro, femme de Robert Capa, bien plus connue, qui a eu effectivement la possibilité de passer un peu plus à l'histoire, on va dire, mais ce n'est pas sans effectivement la contribution de Robert Capa lui-même, c'est-à-dire que le fait que la mémoire de Gerda Taro n'ait pas été autant préservée relève justement de cette problématique de comment se souvenir de certaines figures du passé. Ça, je résume. Et en fait, Gerda Taro, en réalité, elle est complètement absente du roman, pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Elle est évoquée par les souvenirs de ceux qui l'ont fréquentée en vie, à la fois des anciens amants, un amant refusé plutôt, et une amie. Ce qui était intéressant de voir là, c'est que il y a une langue qui est attachée à chaque personnage, justement, qui évoque Gerda Taro. Con questo concludo, però La ragazza con la laica è particolarmente interessante la ricostruzione dell'ambiente. Erano tutti giovani che si erano rifugiati a Parigi, esuli, a causa delle loro idee politiche o anche successivamente religiose, e che avevano come loro lingua, diciamo, lingua degli affetti il tedesco, cosa che per esempio in Lezioni di Tenebra invece è la lingua del persecutore. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que justement ces personnages qui évoquent Gerda Taro étaient des jeunes, comme Gerda à l'époque à Paris, étaient donc des amis, et pour eux, qui étaient rescapés d'Allemagne, réfugiés en quelque sorte à Paris, ils n'avaient pas ce statut, mais ils l'auraient mérité effectivement. Ils ont l'allemand en commun comme langue des affects, donc des affects familiaux,
c'est intéressant de voir justement que l'allemand paraît sous cette veste dans la Fiera Laica, parce qu'en revanche, dans les Sondes des Ténèbres, ce n'est pas du tout une langue qui exprime de l'affect, une langue qui exprime de l'affection. Au contraire. En fait, oui, c'est la langue des persécuteurs, la langue des bourreaux et non pas des victimes. Finalement. Mentre il francese è la lingua dell'amore. Questo sembra un luogo comune, però in realtà anche in Italia, no? Per gli italiani il francese ha questa, diciamo, accezione molto particolare e probabilmente anche questa, diciamo, conoscenza dell'italiano, la frequentazione dell'Italia di Elena Janáček ha permesso di dare questo taglio particolare, perché proprio sono gli amori che si svolgono a Parigi, gli incontri, e anche la lingua della psicoanalisi, perché Gerda Taro è stata segretaria di Spitz, quindi questa cosa insomma l'ha voluta sottolineare. Et le français, en revanche, c'est la langue de l'amour. À la fois parce que ces jeunes, effectivement, qui se retrouvent à Paris, vivent des amours, et à la fois parce qu'effectivement, bon, c'est un peu le cliché, mais qui n'est pas démenti dans les livres. Et en même temps, le français est aussi la langue de la psychanalyse, à vrai dire, puisque Gerda Taro, d'ailleurs, a été secrétaire des Spitz. E l'inglese è la lingua del futuro, perché poi una parte di questi giovani, ma di questi 3 personaggi, si rifugieranno poi negli Stati Uniti. E quindi ad ogni lingua è attribuita anche una qualità particolare. Et l'anglais, en revanche, c'est la langue du futur, parce qu'effectivement, ces jeunes verront en les États-Unis un pays d'accueil après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là que d'ailleurs ils s'épanouiront, qu'ils exerceront leur métier. Et donc chaque langue, il y a une qualité particulière, spécifique. Vorrei collegarmi a quello che diceva Ketty, è particolarmente importante il fatto che la Janáček in La ragazza con la laica sceglie come personaggio Gerda Taro, che era stata dimenticata, mentre una donna che rappresenta tutti i giovani dell'epoca, che fugge ma cercando di costruire il proprio futuro e crea il personaggio Capa. Lui era un fotografo, ma lei gli insegna la cinematografia, lei gli insegna il marketing, gli insegna come proporsi al pubblico e nella ricostruzione delle Janáček la maggior parte anche delle fotografie o delle cose, visto che loro si firmavano Taro Capa, sono in realtà, e questo nasce da un approfondito studio proprio bibliografico e storiografico, sono di Gerda. E credo che questo sia un grandissimo omaggio, che è un riconoscimento e anche un recupero, no? Di una figura storica, anche se romanzata, quindi c'è la bellezza del romanzo che assume una veridicità però storica, proprio per le ricerche d'archivio e per le fotografie di cui ha voluto proprio arricchire il suo romanzo. L'un des autres objectifs de Elena Janáček était sans doute aussi, avec la Fiera Laica, de sauver de l'oubli cette figure, celle de Gerda Taro, qui est, elle, plutôt la responsable justement de la création de cette agence de photographie Taro Capa. Alors qu'aujourd'hui, on a plutôt en mémoire Robert Capa, on se souvient plus de lui et qu'il a pu effectivement jouir d'une renommée bien plus ample. Alors, l'une des manières, la manière d'Elena Janáček de sauver de l'oubli cette figure, cette personne, c'est justement de la transfigurer, par un roman, par l'écriture romanesque, tout en conservant la véridicité historique. Et d'ailleurs, effectivement, Elena Janáček insère des photographies dans son ouvrage et elle fait référence à une découverte, à savoir celle que non, mais par le fait qu'elle a initié Robert Capa à la cinématographie, le fait que la plupart des photographies,
des négatifs, merci, je cherchais ce mot dans ma tête, les négatifs donc des photographies réalisées au moment où Gerda Taro et Robert Capa étaient mariés et donc qui sont effectivement passés à l'histoire comme appartenant à l'agence Taro Capa et donc par conséquent de Robert Capa. En réalité, elles ont été réalisées par Gerda Taro elle-même. Qu'est-ce que vous avez compris des présentations de l'une, l'autre et l'autre, c'est-à-dire de nous trois? Et à quoi ça rime tout cela? Pour une vision plus globale de cette écrivaine qui a à peu près notre âge, qui est je répète, l'une des figures les plus importantes du débat culturel, du débat sociétal, du débat politique en Italie. Elle est une voix crédible, je dirais, parce qu'elle ne court après aucun succès, même si elle a obtenu quand même le premio Strega, ce qui n'est pas rien, mais aucun succès typique de ces écrivains qui sfornano, qui produisent, qui publient un ouvrage chaque année. On en connaît beaucoup qui surfent sur la vague, qui sont peut-être aussi les victimes d'une industrie éditoriale qui se nourrit de la production des écrivains. Elena Janecek résiste. Et vous voyez que de 97 à 2002, Cibo, 2010, Les Hirondelles de Monte Cassino, 2017, La ragazza con la leica, elle n'a pas cette productivité boulimique qu'on reconnaît chez d'autres écrivains. Elle prend le temps et l'écriture se ressent de cette qualité qui est le fait d'une sédimentation en plus d'une langue qui certes est devenue la sienne maintenant, l'italien, mais qui était une langue apprise. Et comme dirait notre psychanalyste à côté de moi, c'est une langue de choix, c'est une langue de la liberté, c'est une langue de la distance quand elle raconte des expériences soit-elles indirectes, c'est-à-dire l'expérience traumatisante de sa mère, celle aussi de son père, qui, comme elle le dit, il a vécu avec honte, c'est le mot honta qu'elle utilise, de ne pas avoir vécu l'expérience extrême d'Auschwitz, pour dire comment les choses sont complexes. C'est une figure donc éminemment importante en Italie. Mais qu'est-ce qui se dégage de tout cela? Donc figure très en prise avec le réel et le temps présent, qui est le nôtre. Elle intervient dans le débat, dans ses blogs, qui sont devenus un peu le lieu du débat culturel en Italie et ailleurs, mais je dirais surtout en Italie. Elle promeut de grands auteurs tels que Saviano, qui est aussi un produit d'elle, étant donné qu'elle a cette activité éditoriale chez Mondadori ou d'autres maisons d'édition. Et puis elle s'est confrontée elle-même à cette histoire personnelle qu'il a travaillée parce qu'elle ne comprenait pas comment elle était, pourquoi elle réagissait comme ça. Donc elle s'est interrogée sur cette transmission de la mémoire, de cette inframémoire qui est notre mémoire inconsciente de ce qu'un autre nous transmet, en particulier la mère. Parce que bon, le cordon ombilical, c'est quelque chose qu'on connaît, n'est-ce pas? Elle a voulu interroger soi-même via l'histoire de sa mère et le lien qui la lie à cette mère. Et c'est après, 50 ans après, 1995, qu'en faisant ce voyage avec sa mère à Auschwitz, elle a permis à cette mère qui avait caché, refoulé cette expérience de revivre l'impact avec le camp et de vivre elle-même l'impact avec le camp. Et c'était là qu'elle s'est confrontée à une vérité qu'elle ressentait mais qu'elle ne connaissait pas. Et donc ce premier texte, Leçon de ténèbres, c'est vraiment un travail, je dirais, dans les profondeurs d'elle-même, dans les profondeurs de sa mère, dans laquelle elle a voulu reconnaître les stigmates de cette expérience extrême. Donc c'est un texte qui fait les comptes entre elle et sa mère.
mais qui parle aussi beaucoup d'elle-même. Après, il a fait ce saut de qualité. Alors, je saute Cibo, dont a parlé déjà Adélia, parce que voilà, disons, le lien histoire, grand H, et la littérature, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et quand elle arrive à 2010 avec les Hirondelles de Monte Cassino, elle fait ce saut de qualité qu'elle reconnaît, de fille de la Shoah à fille des Juifs, au sens où elle dépasse, même si elle ne l'oublie pas, le lien qui la lie à l'expérience extrême de sa mère. Elle se reconnaît et elle fait l'effort pour élargir le champ vers la communauté juive européenne qui a été la victime par excellence de la Deuxième Guerre mondiale, de la solution finale, etc., etc. Et d'où s'explique cette ouverture épique qu'elle donne au deuxième roman, Les Hirondelles de Monte Cassino, qui est une odyssée, je dirais, contemporaine de l'Europe dans laquelle on vit et au travers de ce continent, on devrait tous avoir la conscience d'où on vient, qu'est-ce qu'on a traversé, nous, via nos parents, nos oncles, etc., pour en arriver à cette création romanesque qui est fortement imprégnée d'histoire, mais qui est fortement aussi imprégnée de mensonges littéraires, où le mensonge, naturellement, correspond à la vérité de la littérature. Donc là, j'y vois un lien. Elle a commencé par le domaine personnel et familial, elle fait le saut de qualité, elle passe à l'histoire. Et après, on revient à La ragazza con la laica, 2017. On se dit, mais quel fil elle suit dans sa tête pour créer son œuvre. Et en fait, il y a un fil. Parce que là, maintenant qu'elle commence à placer ses assises littéraires, elle construit son œuvre. Et moi, je vois un sens. Et le sens, c'est qu'avec La ragazza con la laica, où elle aborde en fait les années 30, via ce groupe de jeunes allemands, juifs, qui vivent les années de la montée du nazisme. Donc la perte de liberté, la persécution, mais en même temps l'euphorie de la jeunesse. Et ils sont obligés tous de fuir l'Allemagne nazie et de se réfugier à Paris. Donc le fil de son œuvre, c'est de repartir dès le début, de voir comment, dans quelles conditions l'histoire a façonné, a pénalisé la jeunesse juive naturellement de cette époque, la fuite de l'Allemagne vers le Paris de l'amour, mais le Paris de la liberté, à l'époque de la guerre civile espagnole, d'où l'engagement de Capa et de Guerdataro, et de voir quelles sont les prémices, quels sont les pogroms, disons, qui préparent malheureusement l'Europe à la catastrophe, quelques années après, du nazisme. Qu'est-ce qu'elle nous cache, qu'est-ce qu'elle nous prépare maintenant, cette écrivaine, pour son prochain ouvrage, je ne sais pas. Mais disons que jusqu'à là, de manière dispatchée, comme vous l'avez vu, elle est en train de construire une très belle œuvre qui rappelle, malgré tout, dans ce retour au passé, une compréhension naturellement du présent, mais sans oublier, voire même une poussée à connaître ce passé récent d'où nous venons tous, et qu'elle enquête, disons, selon les modalités qui sont celles d'une reconstruction historique très précise. Les Rondini di Monte Cassino, ça donne le tournis pour ce qu'elle arrive à brasser comme connaissance de cette période, et en même temps, elle tisse tout cela dans une narration vraiment envoûtante, parce que même la langue, elle part en vrille, elle dépasse vraiment le stade de la langue plus colloquiale, plus familiale, plus intime, et elle fait des choses magnifiques avec la langue italienne. Donc voilà, ça c'est un peu le circuit, le parcours qu'elle est en train de dessiner, et on l'attend vraiment avec impatience avec son nouvel ouvrage. Donc, juste pour le dire un mot, ce n'est pas un ouvrage, disons, digestible, n'est-ce pas le nôtre, parce que c'est des approches universitaires, théoriques, d'analyse des ouvrages. Bon, il faut être un peu armé.
Mais ce que nous voulons faire par ces présentations, on en a déjà fait une dans la librairie italienne la semaine dernière, on va faire sûrement d'autres en Italie surtout l'année prochaine, c'est plutôt dans comment dire, dans le rêve ou la tâche qui est la nôtre de faire connaître l'écrivain et son œuvre, pas forcément le livre qui est indigeste, parce qu'il est réservé à quelques heureux élus qui font des études de littérature. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment il est venu de poser des questions si vous en avez. Et nos invités vont vous répondre avec plaisir. Bella. D'accord, c'est une enfant, parce que c'est pas la génération des fils de, comme Spiegelman par exemple. Oui, non, qui a mis en en scène effet, dans Maus, le rapport à la mémoire de son père. il l'a eu très C'est tard. pas du tout la même génération en fait. Et, vu les problèmes d'anorexie de la mère, en fait, oui, disons que Elena Janec est l'enfant qui arrive très tard, qui arrive en Allemagne, en plus dans un pays où bon, dont il ne cautionne pas la langue, la culture, bien entendu, c'est vraiment le pays des bourreaux pour eux, et donc oui, il est question beaucoup de cela dans Lezioni di Tenebra, justement dans son premier roman où c'est là qu'elle aborde surtout sa relation à sa mère, hein, donc il a eu assez tardivement, et aussi donc à son aspect physique. Bon, Elena Janec propose ça avec beaucoup finalement d'auto-ironie. Elle arrive, c'est vrai qu'elle a une manière de poser les choses avec beaucoup de lucidité et de distanciation à la fois. Elle arrive à trouver un équilibre, en tout cas sur la page. Je ne sais pas personnellement, enfin, on a eu le plaisir de la rencontrer, effectivement, elle a tout à fait, oui, et là, cette manière de vraiment de toujours prendre les choses d'un point de vue à la fois décalé, mais très à propos. On vous invite vraiment à lire ces romans si vous ne les connaissez pas encore, ou de commencer par même ces articles dans les journaux qui ont été relayés par la suite dans Nazione Indiana, pas que ceux écrits dans Nazione Indiana. Est-ce qu'elle a tout le temps justement cette approche? Ça donne envie en tout cas de vous entendre, ça donne envie. J'ai découvert personnellement récemment Edith Brooke, autre écrivain du traumatisme, mais elle directe, c'est ça, elle a vécu elle-même la déportation. Oui. Oui, là, on est plus effectivement dans une première génération, alors qu'Elena Janec, enfin, dans une génération justement qui a vécu ça d'une manière, avec un impact direct, alors qu'Elena Janec, déjà, c'est la seconde génération, donc c'est plutôt du côté de Spiegelman. Enfin, disons que ce serait l'équivalent italien de Maus, Lezioni di Tenebra, mais en réalité, et c'est là justement plutôt l'aspect sur lequel moi je me suis focalisée et que je me suis forcée de mettre en avant parce que je pense que ça le mérite vraiment. Elena Janec ne se limite pas justement à la deuxième génération seulement, qui a des comptes à rendre et des problèmes avec la génération qui a vécu directement la Shoah, mais aussi une troisième génération, les petits-enfants. On les retrouve dans les rondini Monte Cassino, justement, ça ce récit épique, non seulement parce que c'est le récit d'une grande bataille, mais notamment parce qu'il y a vraiment ces incursions très fréquentes dans le présent et ces troisième générations. En fait, on ne retrouve pas les juifs polonais qui ont vécu, enfin, la bataille en première ligne, mais on retrouve finalement celui qui est l'enfant de quelqu'un qui s'était engagé. Enfin, bon, c'est des juifs donc polonais rescapés. On retrouve le petit enfant d'un Maori qui avait lutté là-bas, parce que bien entendu Elena Janec d'ailleurs s'intéresse
à la composition de l'armée à cette époque, en mettant en avant qu'elle n'était pas, que les différents pays alliés n'avaient pas envoyé, avaient décidé, d'envoyer principalement à combattre là ceux qui venaient des colonies. Donc les Marocains pour la France, les Maoris pour la Grande-Bretagne, etc. Donc il y a déjà cet aspect, et deuxièmement, c'est justement une troisième génération. Donc encore une fois, pour mettre les choses un peu plus à distance, mais aussi pour en donner une représentation plus large. Sì, credo che questo aspetto sia molto importante, perché la Janáček mostra la storia partendo dal parlare in prima persona per arrivare a descrivere un personaggio che poi ci appare solo come un ologramma, no? È come se avvicinasse il pubblico ad una storia molto difficile attraverso un percorso che è iniziatico per il lettore, ma come sottolineava Maria Pia De Paulis, è a ritroso dal punto di vista storico. Per cui mentre lo si legge ci si avvicina sempre di più a quella storia per arrivare alle radici, da oggi anche perché il padre muore, quindi lei, la madre è vivente, quindi nel primo romanzo il padre viene descritto ma muore abbastanza presto, diciamo. Quindi questo romanzo epico con una scrittura bellissima della storia che si aggira, diciamo, intorno a, che aleggia intorno a Monte Cassino, per poi arrivare all'antefatto. In realtà all'antefatto, per arrivare, il quesito che cosa scriverà, per arrivare all'ambiente degli anni 30, quindi in realtà l'antefatto ancora non è stato scritto. Très clair. Alors, vite, je résume. Donc, de mémoire, la fille laïca justement participe de ce travail de à la fois approche directe d'un sujet et mais par un biais de distanciation en fait, parce que elle part. Enfin, oui. Donc en fait, elle amène le lecteur à connaître la tragédie de la Shoah en partant d'abord d'elle-même, Elena Janáček, c'est-à-dire de son jeu d'auteur, donc de sa propre expérience. Puis ensuite, effectivement, elle l'aborde à travers la figure paternelle, mais qui en fait est décédée avant l'écriture du premier roman. Dans les Hirondelles de Monte Cassino, d'ailleurs, justement, elle aborde notamment la bataille. Donc, elle insère la figure paternelle dans cette grande bataille, même s'il n'y a pas participé. Bon, enfin, vous découvrirez le reste, bien entendu, en lisant. Donc, elle amène le lecteur jusque-là, en l'approchant de l'histoire, avec un grand H. Et puis, elle amène le lecteur à connaître les antécédents. Ce qui se passe en amont, les années 30, avant la guerre. Donc, en fait, il y a toujours cet éloignement. C'est un peu un parcours à rebours, hein, dans le temps. Donc, il y a ce chemin pour amener petit à petit le lecteur à connaître donc l'histoire, justement, à la fois d'Elena Janáček, certes, mais surtout l'histoire grand H de la Seconde Guerre mondiale. Juste un dernier mot, son écriture est envoûtante, mais elle n'est pas simple. L'écriture, ou plutôt la structure de ces textes. Naturellement, elle connaît très bien tout ce qui est procédé de composition, mais elle déstructure sans cesse la linéarité chronologique.
Et donc, elle fait sans cesse dialoguer le présent de l'écriture avec ces jeunes qui sont ceux de la 3e génération, qui sommes nous, qui nous reconnaissons dans la vie du personnage Elena, qui se met constamment en scène et qui est narratrice en même temps. Donc, elle nous plonge sans cesse dans notre présent actuel. Et en même temps, elle dialogue avec le passé, dans un dialogue sans cesse, un aller-retour, qui permet au lecteur de comprendre le présent via le passé, d'éclairer le passé par le présent et vice-versa. Donc c'est aussi une structure assez recherchée, qui est déstabilisante sans doute au début, mais une fois qu'on a compris un peu, je ne veux pas forcément parler de procédé, mais il y a ce besoin de nous mettre constamment face à l'histoire, et l'histoire peut être éclairée par la lecture du présent et vice-versa.